Salutations compagnons et compagnonnettes. Bonjour Cécile. Bonjour Badian. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Si je te dis Bismarck, qu'est-ce que ça va évoquer en toi? Chancelier allemand Mais encore. et navire de guerre. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 mai 1941. Nous allons parler du Bismarck, le navire de guerre. À l'époque, le Bismarck, navire du Troisième Reich, donc allemand, est l'un des plus modernes de sa catégorie. Il est entré en service actif le 24 août 1940 et il a procédé à plusieurs essais avant de connaître sa première mission, la mission Rheinübung. Alors je ne sais pas si je le dis bien, je ne suis pas germanophone. Je ferai ici un petit parallèle entre la destinée du Titanic et celle du Bismarck. En effet, je trouve qu'il y a des coïncidences troublantes entre les deux. Le cuirassé Bismarck a donc été lancé pour sa première mission depuis l'Allemagne, le 20 mai 1941. Sa mission, elle est très simple. Il va parcourir l'Atlantique Nord, puis descendre vers le sud en tant que corsaire. C'est-à-dire que sa mission est d'interrompre le trafic naval entre l'Angleterre, les USA et le reste du Commonwealth. En effet, l'Angleterre, qui est en butte à une Europe entièrement occupée par le Troisième Reich, ne peut survivre que par les armements que lui envoient les USA dans le cadre de la loi Prébaille, ainsi que par les matières premières, les vivres, le pétrole, les minerais, que lui envoient tous les pays du Commonwealth. Dans la traque du Bismarck, nous allons d'abord évoquer le sort sinistre du cuirassé anglais HMS Hood, l'une des pires catastrophes maritimes de tous les temps. Si nous étions dans l'histoire antique, dans un chapitre de l'Iliade, on pourrait évoquer l'oubris, c'est-à-dire la folie mégalomaniaque des hommes qui les font construire des bâtiments énormes, des vaisseaux de guerre de plus en plus puissants, dans leur folie meurtrière. Et nous pourrions évoquer également la Némésis, qui est la sanction que les dieux envoient aux hommes pour les punir. Et en effet, si l'on considère le sort du HMS Hood et le sort du Bismarck, nous voyons un enchaînement de hasards, de coïncidences, de coups du sort qui vont provoquer la destruction de ces deux magnifiques navires. Mais revenons au cuirassé Bismarck. De par leur politique de destruction des convois maritimes anglais et américains, les Allemands espèrent conduire l'Angleterre à une politique d'attrition économique, énergétique et militaire, et ainsi les pousser à la reddition. Mais le Bismarck n'est pas seul. Le Bismarck est dirigé par le commandant Lindemann, un excellent officier, très aimé de son équipage, très compétent, très intelligent. Et il y a un personnage de marque à bord du Bismarck, le chef de la flottille. C'est l'amiral Lutyens, un très bon officier également. Il n'y aura aucune discorde entre les deux hommes, comme ce fut le cas dans certains épisodes historiques dans lesquels nous reviendrons plus tard. La flottille du cuirassé Bismarck comprend le Bismarck et le croiseur lourd Prinz Eugen. Il y aurait dû y avoir de nombreux autres navires, notamment les cuirassés légers Kneißnow, Scharnhorst, des bâtiments à 3 tourelles de 3 pièces de 280 mm, et il y aurait dû y avoir également le sister ship du Bismarck, c'est-à-dire le cuirassé jumeau, qui est le Tirpitz. Mais ces navires sont soit en réparation en rade de Brest, soit immobilisés à cause des bombardements alliés sur la France et sur l'Allemagne. Alors donc, le Bismarck quitte son port d'attache le 20 mai, et le 21 mai, il fait relâche dans un fjord de Norvège afin de refaire ses pleins de mazout. Malheureusement pour les Allemands, un avion va survoler le site et va repérer le Bismarck et le Prinz Eugen. Aussitôt, l'amiral Lutyens décide de quitter le plus rapidement la zone et de contourner l'Angleterre largement au nord vers l'ouest et de passer le plus discrètement possible
par le détroit du Danemark. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Atlantique Nord est le précaré de la Home Fleet, c'est-à-dire la marine britannique, qui est le seul rempart face à l'agression nazie en Europe. Les Anglais vont dépêcher 3 flottes de combat pour espérer trouver le Bismarck et le détruire. Il s'agit de la flotte du vice-amiral Lancelot Holland avec le cuirassé HMS Hood, dont on va parler dans cette vidéo, et le cuirassé Prince of Wales. La flotte va arriver et coincer la flottille du Bismarck par le sud. Au nord, il y a la flotte du contre-amiral Wake Walker avec les croiseurs de bataille Norfolk et Suffolk ainsi que des destroyers. Et enfin, un peu en retard sur la zone, il y a la flotte du grand amiral commandant la Home Fleet, l'amiral Tovey, avec le porte-avions Victorious, le cuirassé HMS King George V, qui est le sister ship du Prince of Wales, et le cuirassé Rodney, ainsi que de nombreux destroyers. Ces 3 flottes se précipitent vers le cuirassé et le Prince Eugen. Dans le détroit du Danemark, pendant la nuit, vers 2 h du matin, le 24 mai, les Anglais repèrent à nouveau le Bismarck. À ce moment-là, l'amiral Lothian comprend avec effroi que l'avance technologique des Anglais en termes de radar est gigantesque. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour la Kriegsmarine qui veut couler les navires anglais, car Lothian comprend qu'ils seront immédiatement repérés par les radars anglais. Il doit de ce pas instruire l'amirauté allemande de cette catastrophe pour l'Allemagne nazie. Mais il a d'autres chats à fouetter pour le moment. En effet, ses propres appareils de détection repèrent la flottille du vice-amiral Holland qui arrive au sud. À environ 30 km, les navires commencent à se mettre en ordre de combat. Malheureusement pour les Anglais, ils ne sont pas dans la situation tactique la plus confortable pour eux. En effet, ils ne peuvent pas barrer le T et ne peuvent pas se mettre à contre-bord. Cela signifie quoi? Il y aura un petit dessin pour expliquer. C'est très simple. Le cuirassé Bismarck et le croiseur de bataille Prinz Eugen vont eux se présenter en position horizontale par rapport à la flottille qui leur arrive sur eux et vont donc barrer le T. Ils vont se placer sur la barre horizontale du T, avec tous leurs canons dirigés vers les navires anglais. Les Anglais, eux, arrivent du sud et sont sur la barre verticale du T. Ils ne pourront utiliser que leurs tourelles avant, donc seront limités dans leur artillerie. D'autre part, il faut bien comprendre que le HMS Hood, qui est quand même l'un des fleurons de la Home Fleet, est un navire largement obsolète en 1941. Le Bismarck est ce qui se fait de mieux à l'époque. Seuls les Japonais et les Américains feront mieux, mais ceci est une autre histoire. Le Bismarck est le navire le plus moderne de l'époque. Il a un équipage qui est très bien entraîné et les hommes ont confiance en leur chef. Tandis que le HMS Hood pêche beaucoup pour son blindage. Si sa ceinture blindée qui cuirasse le bord de la coque est relativement importante, ses ponts blindés, eux, sont un peu limites. Et c'est ce qui va causer sa perte. Du côté du Prince of Wales, l'équipage n'est pas aussi bon, n'est pas aussi bien entraîné que celui du Bismarck. Et ça va faire toute la différence. Alors, à 6 h du matin, le cuirassé HMS Hood est à 25 000 mètres du Bismarck et commence à faire feu. Donc ces 4 canons avant de 381 mm commencent à tirer sur le Bismarck et sur le Prinz Eugen. Idem pour les canons de 406 du Prince of Wales. Malheureusement, à cette distance, il est très difficile de différencier les deux navires. Le Bismarck et le Prinz Eugen se ressemblent beaucoup. Il n'y a qu'une différence d'échelle. Grosso modo, le Prinz Eugen est le petit frère du Bismarck. Le Prinz Eugen, c'est 8 canons de 203 mm. Le Bismarck,
c'est 8 canons de 380 mm. Vous me direz, entre ceux du Hood et ceux du Bismarck, c'est la même chose. 380 contre 381. Oui, mais l'artillerie du Bismarck peut tirer 3 coups par minute. Celle du HMS Hood, seulement 2 coups par minute. Ça fera toute la différence. Alors, j'ai parlé de coups du sort. Il se trouve que les Anglais vont concentrer leur tir sur le Prinz Eugen et non pas sur le Bismarck. Celui-ci va encaisser quelques coups, néanmoins à 25 000 mètres, les coups ne sont pas encore extrêmement précis. Les salves passent à côté des bateaux. Alors, dans les tourelles, les gigantesques culasses des canons de 380 et de 381 et de 406 sont ouvertes. Des bras articulés déposent les immenses obus. Des pistons poussent les obus dans les culasses des canons. Et ensuite, des ballots d'explosifs sont poussés derrière l'obus. Et le chef de tir lance l'ordre de tir. Chez les Anglais, on entendait « Ready, fire !» et chez les Allemands, des « Achtung, fire !» Les détonations succèdent aux détonations, les salves aux salves. L'amiral Holland sait qu'il risque beaucoup contre le Bismarck. Il tente le tout pour le tout, il précipite ses machines à fond la caisse pour foncer sur le Bismarck. Parce qu'à 25 000 mètres, les obus décrivent une trajectoire en cloche. Et les obus peuvent très bien arriver et percer le pont blindé. Tandis que plus près, les tirs seront plus directs, plus horizontales. Et là, sa ceinture cuirassée a des chances d'encaisser les coups. Les salves succèdent aux salves. Et à un moment, le Bismarck encaisse un coup dans sa proue. Il y a une voie d'eau qui est créée, ainsi qu'un autre coup qui va percer un de ses réservoirs de mazout. Il va perdre du mazout. Du côté du HMS Hood, les obus continuent à pleuvoir. L'un d'eux va mettre le feu à une cargaison d'obus de 103 mm qui sont disséminés sur le pont. Un incendie éclate. Mais ce n'est pas le plus grave. À un moment, lors de la 5e salve, un obus de 380 du Bismarck va arriver sur le Hood au niveau du milieu du navire. Il va percer le pont blindé entre le mât et les 2 tourelles arrière et il va s'enfoncer dans le bâtiment en explosant dans une cale qui contient les munitions et 120 tonnes de cordite. La cordite, c'est l'explosif employé par les Anglais pour propulser leurs obus. Alors, c'est un coup du sort extraordinaire, un coup de malchance pour les Anglais. Ce qui va se passer est terrible. Une explosion, une flamme immense de 200 à 300 mètres, un éclair rouge, suivant les témoins de l'époque, va se produire au milieu du navire. L'explosion est gigantesque, elle est terrible. Le navire se casse en deux. Et les témoins, autant les Allemands que les Anglais du HMS Prince of Wales, vont voir les 2 parties du HMS Hood, la proue et la poupe, flotter quelques instants tels des bouchons sur les flots de l'Atlantique Nord. Et puis ils vont s'enfoncer très rapidement dans les flots. Seul succède un immense panache de fumée qui est vu à des dizaines de kilomètres. Le Hood a sombré avec son commandant, l'amiral Holland. Sur les 1421 hommes d'équipage, seuls 3 vont survivre. 3 vont être repêchés. 3 survivants sur 1421. D'après ce que j'en sais, je crois que c'est la catastrophe maritime la plus importante de tous les temps. Alors, que se passe-t-il par la suite? Le Bismarck est quand même relativement endommagé sur son avant. Sa proue s'enfonce dans les flots. Mais il peut quand même maintenir une vitesse assez élevée. Le Prinz Eugen a pris des coups aussi, mais pas trop graves. Le HMS Prince of Wales, lui, a eu un obus de 380 qui a traversé toute la passerelle de commandement avant, sans exploser. Le souffle a tué tout l'équipage de cette passerelle. Seul le commandant du navire, John Leach, s'en tire miraculeusement. Les Anglais sont épouvantés par la tragédie du HMS Hood. Et le commandant John Leach décide de rompre le combat
et de rentrer le plus rapidement possible à sa base. Cela lui sera reproché par la suite par son amirauté. Il sera traduit en cour martiale. Il sera néanmoins soutenu par ses collègues amiraux. Eh bien, lui en a pris. Quelques minutes après, ses tourelles sont tombées en panne. La nouvelle parvient à l'amirauté anglaise. Winston Churchill est prévenu. Sa colère est terrible. Il lance tous les navires de la Home Fleet à 1000 milles marins aux alentours pour traquer le Bismarck et le détruire. Le Bismarck, lui, endommagé, va essayer de rentrer dans un port de France et avoir ainsi la protection du parapluie de la Luftwaffe et des sous-marins allemands U-boat. Alors, le cuirassé Bismarck réussira-t-il à sauver sa peau? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et comme on dit dans ces cas-là, n'oublie pas, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.